On va commencer par des images, on va dire, disruptives, peut-être choquantes. En tout cas, on a décidé, pour commencer, pour poser le sujet, de revenir un petit peu en arrière, on va dire sur les 30 glorieuses de la luxe disruption. On était sur une cible qu'on va identifier comme bourgeois tradicato, qui était justement offensé de ce type de communication. Nous avons vu naître de nouvelles cibles du luxe. Alors évidemment, on a toujours notre consommateur traditionnel du luxe qui porte tout ça et qui finalement reste au cœur du business. On a des initiés au luxe qui sont capables à la fois d'identifier un changement, un basculement, autant sur une robe de soirée, donc dans le décryptage fin du luxe, mais aussi sur la communication de luxe. Les jeunes aspirants au luxe qui, eux, sont éduqués, ils sont plus jeunes, ils n'ont pas tous les codes, ils n'ont pas toutes les références, ils n'ont pas tout l'historique, qui vont, donc les marques de luxe vont devoir contacter cette cible, se connecter à cette cible. Ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est que le luxe va s'intéresser, et ça c'est assez nouveau, va faire un peu le psychanalyse de la consommatrice sur le divan, c'est-à-dire qu'elle va commencer à comprendre, le luxe va chercher à mieux analyser finalement quelles sont les problématiques de ses clients, avec les nouveaux marchés, avec les jeunes, et donc du coup va être transféré. Ensuite, on parlait d'émotionnel. Évidemment, sur le parfum, on est sur l'émotion. Sur le luxe, on est sur l'émotion. Mais aujourd'hui, on va voir que la limite va pousser un peu plus loin sur le pulsionnel. Pour pousser un petit peu plus loin sur quels sont les leviers de la luxe disruption. Donc, d'une part, et on va voir derrière des exemples, c'est réinjecter du sens et de nouvelles émotions, créer de l'affinité communautaire avec ces nouvelles cibles issues digitales, les 37 heures. Ce luxe, je dirais, classique, aujourd'hui, évolue vers une problématique complètement nouvelle qu'on pourrait assimiler à l'art d'avant-garde. La manière de se distinguer ne consiste plus à s'afficher dans une position bien stable que tout le monde reconnaît, mais à savoir trouver l'image, la sensation qui innove, qui est en rupture, qui est nouvelle, que le regard cultivé saura comprendre. Que la communication du luxe devait surprendre, peut-être choquer, être en rupture, et en même temps raconter une histoire. Nous racontons nous-mêmes des histoires. Paul Ricoeur parle d'identité narrative. Ce qui fait une histoire, c'est le suspense, c'est la surprise, c'est des événements, des événements. L'événement, c'est ce qui nous sort de notre vie ordinaire. Il y a un événement, on est attiré. Il faut qu'il y ait un moment de choc, c'est pas le choc pour choquer, mais c'est le choc pour attirer vers un nouvel univers. Et la création, c'est un nouvel univers. C'est ça qui est au cœur de la disruption. L'icône de cette tendance, qui est notamment Karl Lagerfeld, qui est à la fois effectivement dans des codes avec Chanel ou Fendi, très, on va dire, très aspirationnel, qui pourtant est d'une certaine manière disruptif en travaillant avec H&M, en travaillant avec Coca-Cola Light. Quand vous êtes briefé pour travailler sur un parfum, on sait qu'il y a des grandes tendances olfactives. Est-ce qu'on vous demande parfois de briser ces codes? Casser les codes, c'est les doutes. Enfin, on entend parler que de ça, casser les codes. Et casser les codes, pourquoi faire? Pour en faire quoi? Pour dire quoi? Encore une fois, c'est toujours le problème de casser les codes. Je comprends à la fin que tout le monde essaie totalement de tout casser, qu'on ne comprend même pas rien. Donc, il n'y a rien de plus joli finalement que d'avoir une continuité de des codes, il faut les faire évoluer. L'émotion, c'est ça. Et à partir du moment où je pense que vous racontez une histoire, que ça a du sens et que c'est cohérent avec qui vous êtes, et pas raconter l'histoire du petit copain parce que le petit copain il fait ça, donc moi je lui précipite pour faire la même chose, je pense que si vous respectez ça, donc si vous respectez vous-même, ça fonctionne. Je crois déjà que la disruption, ça n'est surtout pas que la provocation. La disruption, c'est mettre en avant une vision qui permet de faire grandir une marque. La consommatrice qui est à Shanghai, ou celle qui est à Los Angeles, ou celle qui est en Russie, au Japon, est-ce qu'elle n'a pas adoré cette pub? Est-ce que du coup, ça ne va pas renforcer son adhésion au parfum Chanel numéro 5? Ça valorise la marque, ça montre qu'elle est dans l'air du temps, qu'elle avance, mais dans son petit cinéma intérieur, on va rester avec l'ancienne marque, si je puis m'exprimer ainsi. Son produit à soi, tel qu'on le vit. Il peut y avoir une double pensée. Plusieurs niveaux de lecture, une double pensée, une double lecture. Vous nous dites que la campagne Harvey Nichols n'a pas pu nous échapper. En tout cas, moi, elle m'avait échappé. Je n'étais pas à Londres. Je crois que c'était de l'affichage. Ça change un peu parce qu'on a l'impression aujourd'hui que cette disruption, elle est uniquement sur le digital. Elle est parfois ailleurs. Je suis allée me regarder sur Internet, voir ce que les gens en avaient pensé. Beaucoup ont été choqués. Manifestement, ça n'a pas empêché les soldes de bien se passer. Et là, en plus que les différents supports sont très très importants, ça permet de jouer avec les différents publics. Même s'il n'y a que 300 vues,
Ça peut être pour se faire plaisir, mais c'est en plus par rapport à l'image, par rapport au public qui a envie que ça bouge, que ça avance, que ce soit en disruption, que ça ouvre de nouveaux univers, sans que ça retombe négativement sur le public plus classique qui va avoir ses supports un petit peu différents. Pour être disruptif jusqu'au bout, je voudrais soumettre à votre réflexion cette citation. Ne vous souciez pas d'être remarqué, cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. Merci à vous tous.